Je suis très heureuse de recevoir dans la région toulousaine, au nom de la SPF et de l'association toulousaine Psycha 31, donc Florence Guignard et Sylvie Régnier, toutes deux psychanalystes membres de la SPP. Et dans un texte témoignage et transmission du travail de Florence Guignard, du travail de toute une vie. Florence Guignard, psychanalyste, chercheuse et formidable passeuse de concepts revivifiés, nous offre dans ce dernier livre une somme sur le développement psychique du petit humain, du réel infantile, accompagné d'une très riche bibliographie sur la psychanalyse des enfants. Un livre écrit dans une profondeur de pensée, un esprit novateur et je trouve avec une rare générosité pour les générations futures, accompagné d'un véritable souci de transmission sur la conception donc du réel infantile, de la vie psychique, du développement de la capacité de penser. Sylvie Régnier vient d'être nommée présidente de la SEPEA, la Société européenne pour la psychanalyse de l'enfant fondée par Florence Guignard et Annie Anzieux en 1993, après la dissolution de l'APE, l'Association pour la psychanalyse de l'enfant, que vous aviez aussi créée. Un grand parcours, un grand combat pour la défense des enfants. C'est un livre dialogue précieux aussi dans l'évolution actuelle du monde et du soin psychique largement malmené par les délétères conséquences d'un néolibéralisme cynique qui, je vais citer Florence, qui s'appuyant sur une xénophobie raciste signe la mort de toute solidarité et de toute idée d'appartenance humaine. C'est une modernité que Florence Guignard analyse aussi dans son atteinte, dans sa grave atteinte à l'humaine capacité de développement de la créativité et du vivre ensemble. Nous sommes ce que nous faisons de notre naissance, vous relevez de Delphine Orvilleur dans le livre. Et l'infantile, dit Florence Guignard, reste vivant et pulsant en chacun d'entre nous tout au long de la vie. Né le 9 septembre 1934 à Genève, vous avez grandi de 5 à 11 ans pendant la Seconde Guerre mondiale, dans un pays aux frontières fermées. 6 ans de votre enfance ont été vécus dans des circonstances de restriction et de menaces perpétuelles d'invasion, votre père ayant été mobilisé dès les débuts. Toutes vos réflexions sur cette période de guerre et d'après-guerre sont tout à fait précieuses et éclairantes sur les nouveaux risques actuels de fermeture, de montée de la haine et du risque et de la puissance des guerres auxquelles nous sommes de plus en plus confrontés. Cette pensée nous éclaire aussi sur l'histoire de tout le mouvement psychanalytique de l'époque à Genève. Cette période d'après-guerre a été une période de large ouverture d'esprit et de libération, une respiration ouvrant tous les possibles de la créativité. L'orientation de la psychanalyse s'est faite pour Florence Guignard après un désir de musique et de médecine barré par sa mère. Admise à la Société suisse de psychanalyse en 1961, membre adhérente de la SPP en 1979 et membre titulaire en 1982, Florence Guignard a travaillé avec des patients enfants et sera formée par les plus grands noms de la psychanalyse. Piaget, Inelder, André Rey, Raymond de Saussure, son psychanalyste, Julian de Julia-Guerra, son patron. J'ai entendu cette analyste, j'étais en 2e année de médecine à Toulouse dans les années 80 et je pense qu'il a été déterminant dans mon orientation aussi. Vous avez travaillé en traduisant pendant 20 ans ces séminaires Melzer. Vous avez travaillé aussi avec René Spitz, Lebovici, Diatkin. Dire aussi que l'association Sherpen avait été créée pour recevoir l'enseignement de Melzer dans les années 70. Donc, tout votre devenir psychanalyste s'est déployé dans l'international et le cosmos. Vous avez rencontré Anne-Marie Sandler-Veil au moment où elle crée en 1966 avec Raymond de Saussure la Fédération européenne de psychanalyse. Et dans cette transmission, c'est un peu de
la pensée de tous ces grands psychanalystes hein, que vous portez en vous, dans votre écoute des harmoniques de l'inconscient et nous transmettez de manière très généreuse dans ce dialogue. Nombreux apports conceptuels nouveaux sont apportés hein, dans votre œuvre théorique par vos notions de maternel primaire et de féminin primaire, deux espaces constitutifs de l'organisation première du lieu de naissance du psychisme. De par votre lecture du féminin et du masochisme, je trouvais ça original, dans un fonctionnement en bande de Mébus, donc qui peut s'intervertir, le seul masochisme normal étant pour vous maternel. Il y a la notion aussi de la valence féminine de la pulsion, dans sa capacité contenante et son implication dans tous les niveaux d'intrication pulsionnelle, des pulsions sexuelles ou du moi. Et par les concepts du troisième type qui cherche à rendre compte de l'influence sur la psyché des changements de notre culture. Votre regard sur le féminin, puis je vais vous laisser la parole, je reprendrai après le que j'avais préparé. Votre regard sur le féminin s'éloigne du phallocentrisme patriarcal freudien, qui avait mis en équivalence masochisme et féminin et une seule libido de sens mâle. Dans le lieu de l'archaïsme, vous rejoignez Mélanie Klein sur la question du sadisme primaire, mais vous allez plus loin dans la pensée en le proposant au service de l'organisation psychique en rapport avec les pulsions. Et vous allez aussi encore plus loin sur la fécondité de la projection identificatoire, vecteur polymorphe de communication des personnes. Je vais ouvrir le débat en vous posant la question de nous déployer un petit peu ces concepts de troisième type. Merci beaucoup, Monique. C'est un plaisir de pouvoir parler dans votre séminaire. C'est un privilège et je vous en remercie, ainsi que votre collègue Sophie qui s'occupe de la technique. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Les concepts de troisième type? Les concepts de troisième type. Alors, je me suis un peu inspirée du fait que un bon ouvrier doit avoir des bons outils et que j'entendais parler de beaucoup de concepts psychanalytiques très importants dans des acceptions qui étaient parfois non seulement différentes, mais difficiles à situer sur le plan du développement de la pensée humaine. Je pense qu'il y a des concepts. Donc, il y a des concepts qui sont relativement simples, parce que unitaires, on pourrait dire. Par exemple, le concept, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas très compliqués, hein, mais ils sont simples quand on en parle du point de vue de leur signification en tant que signifiant. Par exemple, pulsion, inconscient, vous voyez la complication, mais c'est des concepts qui peuvent être compris tels quels. Ils n'impliquent pas une relation dans leur énoncé. Ensuite, il y a des concepts, donc c'est les concepts de premier type. Les concepts de deuxième type, c'est les concepts qui impliquent une relation. Du moins, c'est ce que j'ai proposé, hein. On peut discuter, bien sûr, ma classification, je suis tout à fait prête à en voir d'autres. C'était juste pour que je puisse personnellement y voir plus clair. Donc, ceux de deuxième type impliquent une relation. Par exemple, justement, identification projective ou projection identificatoire, qui est une traduction que j'ai proposée en français, qui me semble être plus pertinente, de projective identification. Il y a peut-être des traducteurs dans la salle qui pourront en discuter avec moi. Ça, c'est les concepts de deuxième type. Ça implique deux pôles entre lesquels il y a une relation. Puis il y a les concepts de troisième type qui sont pour moi les concepts qui parlent de relations entre les relations. Par exemple, toujours revenons à la projection identificatoire,
et à la capacité de rêverie de la mère, qui est la projection identificatoire de la mère. En fait, les concepts de troisième type, ce sont des concepts qui essaieraient de décrire ou de comprendre ce qui se passe entre la projection identificatoire du bébé et celle de la mère, entre la capacité de rêverie de la mère et la projection identificatoire du bébé. Il se passe là un champ. Pourquoi est-ce que c'est intéressant pour nous, psychanalystes? C'est que ce champ est analogue ou annonciateur du champ psychanalytique lui-même. Voilà. Je peux peut-être me permettre de compléter là Oui, par je t'en supplie, Nadia. un témoignage. J'ai une collègue qui est là d'ailleurs dans l'auditoire que je salue, Cécile, qui me disait l'autre jour, mais pourquoi tu insistes sur les concepts de troisième type? Quelle portée ça a eu pour toi et pourquoi vous en parlez tant dans le livre? Je crois que au départ, il y a eu la supervision avec Florence et quelque chose dont m'a témoigné aujourd'hui une personne que j'ai en supervision aussi, qui est de faire comprendre aux thérapeutes que il se trouve placé par son patient dans une situation qui échappe au patient, hein. Le patient ne le met pas volontairement dans cette situation. Il installe dans son analyste un ou plusieurs de ces objets internes et la situation analytique est créée par ce qui se joue dans cette installation et la réponse de l'analyste à, à la projection identificatoire du patient, qui est aussi une réponse nourrie par l'infantile de l'analyste. Et donc, tout ce qui se passe là, c'est à la fois source de compréhension nouvelle, hein, pour ce qui se joue entre l'enfant ou l'adulte et l'analyste, mais c'est aussi source de la perception de l'intensité du mystère et de la complexité de notre travail analytique. Et Florence, je crois, c'est une des choses qu'elle n'a de cesse de transmettre à tous les gens qui travaillent avec elle. Et c'est pour ça, et que la notion de complexe de troisième type reflète, c'est à la fois cette dimension énigmatique, mais qui nous pousse à chercher toujours plus avant et le sens et les différentes dimension de ce qui peut se jouer dans la rencontre analytique, en particulier quand elle nous pose des problèmes. Voilà. Et ça déculpabilise énormément les soignants de se dire aussi qu'ils ont pu être voilà, pris et qu'ils travaillent dans la projection identificatoire. Alors, il y a voilà, cette réciprocité des projections identificatoires. Florence, tu nous dis que c'est ça le concept de troisième type. Il y en a plein d'autres, mais des concepts de troisième type. Mais voilà, ça, je pense que c'est la forme euh, princeps peut-être de ce modèle-là, du concept de troisième type. L'aller-retour des projections identificatoires. Tout à fait d'accord. Merci, c'est très clair, très éclairant. J'ai été très intéressée dans l'ouvrage par le travail sur l'origine de la capacité de penser, hein, depuis ses origines. Vous y placez le conflit esthétique de Meltzer. Allô? Est-ce aussi beau dedans que dehors? Et la capacité négative de Keats, hein.
celle de faire face à l'incidence incontournable de l'inconnu, justement, de ce mystère et du doute. Donc, comme primum movens de toute démarche de pensée. Capacité de pensée de l'être humain qui est consécutive au lien entre l'intrication pulsionnelle et le développement. Et j'ai été intéressée, si vous pouvez nous en dire un mot sur le montage généalogique que vous faites, en disant que la première intrication pulsionnelle serait accomplie in utero. Oui, enfin, en tout cas, hypothétiquement, hein. Mais je pense que plus qu'hypothétiquement, parce qu'on a des recherches maintenant en neurophysiologie, en neurosciences, qui semblent vraiment montrer que, par exemple, l'existence d'une mémoire implicite, c'est-à-dire d'une mémoire sensorielle prénatale, est quelque chose de tout à fait avéré maintenant. On ne le discute plus depuis il y a bien au moins une dizaine, sinon une quinzaine d'années, que ça a été découvert. Alors, je ne sais pas, est-ce que vous voulez que je parle un petit peu du... Oui, vous parliez du désir de connaître, hein, de la pulsion K, Oui. du montage généalogique des pulsions. Alors, un mot sur le montage généalogique des pulsions. C'est quelque chose qui m'est arrivé dans la tête en relisant le problème économique du masochisme, parce que je l'ai relu assez souvent, et en lisant cette phrase de Freud que je retraduis pas du tout littéralement, mais où il parle d'une petite mais intéressante euh, suite. Théorie relationnelle. Voilà, exactement. Merci Sylvie. Et donc, où il donne une intuition d'une intrication pulsionnelle, et donc d'une complication de ce fameux concept des pulsions, où on a des pulsions de base, en tout cas la libido, et hypothétiquement s'accompagne ou non de pulsion ou d'instinct de mort. Je préfère utiliser instinct. En allemand, c'est utilisé indifféremment et on ne va pas se disputer là-dessus parce qu'on en aurait pour trop longtemps. Bref, deux pulsions ou une pulsion de base qui donne naissance à une deuxième génération qui serait les pulsions sexuelles. Elles donnent naissance, donc elles s'intriquent, les pulsions l'instinct de vie, l'instinct de mort, enfin un aspect très basal, très instinctif, instinctuel, dans leur intrication donne naissance à ce qu'on appelle les pulsions sexuelles. Mais après, ces pulsions sexuelles s'intriquent avec quelque chose pour donner les pulsions du moi. Là, je suis freudienne complètement, hein. Et alors, la question de ce quelque chose m'a intéressée parce que je crois que maintenant, aujourd'hui, avec les apports de Mélanie Klein et de Bion, on peut vraiment faire une hypothèse tout à fait solide sur le fait que euh, pour que les pulsions sexuelles d'un nouveau-né ou même peut-être d'un fœtus s'intriquent et donnent des pulsions du moi, il faut un apport d'une organisation psychique adulte. C'est-à-dire, en principe, la personne qui porte l'enfant, c'est-à-dire la mère. Après, bien sûr, la mère est un concept qui peut s'élargir à l'entourage, naturellement. Donc voilà, je me suis dit, tiens, ça fait 3 générations. Et c'est intéressant d'avoir ces 3 générations de pulsions, puisque par ailleurs, Freud nous dit aussi que le surmoi est une affaire de 3 générations, puisque notre surmoi est fait de l'intrication, l'intériorisation par nos parents de leur propre surmoi. Sylvie, tu voudrais ajouter quelque chose là? Euh, Pas obligatoirement, juste dire que effectivement, les recherches sur la vie euh, prénatale montrent qu'il y a aussi un dialogue tonique, voilà, entre un pré-objet, la mère
communique inconsciemment avec son bébé en pensée, dans le dialogue du placenta, hein, qui réagit au mouvement du bébé. Bon, voilà, tout ça valide finalement euh, tout un faisceau d'éléments qui font penser que certains enfants, effectivement, arrivent à la naissance déjà plus ou moins investis et plus ou moins intriqués, si on peut dire, avec un psychisme plus ou moins intriqué par l'investissement de leur mère et de leur père. Et on avait un week-end là de la CPA euh, hier qui était consacrée à la néonatalité, où justement une des oratrices nous disait que la désintrication, la menace de mort pouvait survenir. Voilà. Euh, donc le, le retour à l'état antérieur d'avant le premier palier, enfin voilà, pouvait intervenir encore à la naissance. Combien l'humain est fragile et dépendant du psychisme de l'autre, c'est de plus en plus manifeste maintenant. Est-ce que je peux ajouter une chose sur l'intrication des pulsions? Pourquoi ça nous intéresse? C'est pas théorique, c'est pratique. Parce que quand il y a des traumatismes, quand il y a des événements intérieurs ou extérieurs qui perturbent le psychisme, or, donc on pourrait dire presque tout le temps, il y a des petits et des grands événements, eh bien, il y a des désintrications de pulsions. C'est-à-dire que tout ce qu'on appelle régression dans la cure implique une désintrication possible et souvent en chute libre des pulsions. Par ailleurs, dans la cure analytique, il y a, on favorise la régression, mais contrôlée. C'est-à-dire qu'il faut bien que quand on est en analyse, on admette justement un mouvement régressif qui nous permet de revenir précisément à notre infantile dont j'ai beaucoup parlé et que j'ai beaucoup travaillé, c'est-à-dire les parties enfants de nous qui ne nous quittent jamais parce qu'elles sont la partie la plus proche du mouvement et de la vie pulsionnelle de tout adulte, pas seulement de tout enfant. Alors, on n'est pas encore à la pulsion K, Monique. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Oui, oui, parce que j'allais juste ajouter, justement, si je peux me permettre, c'est que Oui. voilà, en thérapie avec les enfants, si un enfant est très très malade, on ne va pas travailler au deuxième palier de la généalogie des pulsions. On ne peut pas lui dire pourquoi tu fais ça, on ne peut pas lui demander d'être curieux, on ne peut pas lui demander de se protéger en faisant appel aux pulsions d'autoconservation. Il peut être livré à des mouvements d'agression qui sont complètement délétères pour lui. Il n'a aucune envie de connaître, d'apprendre quoi que ce soit sur lui. Ou alors, en tout cas, c'est ce dont il a envie, c'est déjà qu'on l'aide à intriquer les formidables mouvements à la fois d'angoisse liés à la destruction et de vie et d'attachement euh, qu'il bouleverse et qu'il amène dans la séance. Tout à fait. Et ça peut être un peu aussi comme ça avec des patients très limites ou très malades adultes. Tout à fait, oui. Donc, on peut poursuivre dans la direction de Bion avec la pulsion K. Oui. Résultat. Oui. Bon, Résultat. alors, on était arrivé aux pulsions du moi. Hein. Alors, les pulsions du moi, ça c'est complètement freudien. Les pulsions du moi, ce qu'on peut en dire, c'est que on peut rappeler que pour Freud,
le moi est un pauvre serviteur de 3 mètres, c'est-à-dire l'inconscient, donc les pulsions, le surmoi et la réalité extérieure. Euh, il a fort à faire et ces pulsions, enfin, une pulsion du moi, c'est une résultante de la maîtrise toujours imparfaite et toujours mouvante par le moi de son univers pulsionnel. Alors, classiquement, il y avait un modèle assez classique de pulsion du moi comme étant l'amour et la haine. Et euh, j'ajouterais en passant, parce que c'est comme ça aussi qu'on s'est connus, Monique, en parlant de Mélanie Klein, grâce à James Gamil, enfin, qui n'est plus de ce monde, mais que vous avez rencontré et qui était un de mes très chers amis. Euh, les pulsions du moi existent selon Mélanie Klein, dès la naissance. Donc, en tout cas de façon très précoce. Ce qui a été beaucoup discuté, on ne va pas revenir là-dessus. Je crois que maintenant, on peut dire avec ce qu'on a dit, rappeler sur la néonatalité, hein, que c'est tout à fait vraisemblable qu'elles existent dès la naissance. C'est important parce que Bion a rajouté un troisième vecteur à ces pulsions du moi, c'est les pulsions qu'il appelle knowledge en anglais, donc dont l'initiale est K, on l'a traduit en français par C, mais C, c'est connaissance. Et de nouveau, ça prête à confusion, parce que c'est pas la connaissance, c'est le désir de connaître. Autrement dit, on pourrait dire C pour la curiosité, peut-être, hein. Et c'est quelque chose qu'on observe maintenant chez les nouveau-nés et dont on n'était pas du tout, on faisait pas du tout attention précisément à l'attention extraordinaire des nouveau-nés et l'investissement perceptif et le désir de connaître. Donc ça, c'est quelque chose qui fait partie de ce que Meltzer a désigné comme le conflit esthétique, parce que justement, lui a suivi notamment les travaux de Mauro Mancia sur la mémoire implicite dont on parlait tout à l'heure, et que pour Meltzer, le, le conflit esthétique surgit à la césure de la naissance, à la césure de la naissance, au moment de la naissance, parce que l'enfant change complètement de monde. Et il découvre, notamment du point de vue de la perception visuelle, un champ complètement nouveau. Et Meltzer dit qu'il est ébloui par la beauté du monde. Et la beauté du monde se concentre sur la personne de la mère, parce que Meltzer a été analysé par Mélanie Klein et que pour Meltzer aussi, comme pour beaucoup d'entre nous, c'est la personne de la mère qui concentre toute la beauté découverte par l'enfant et donc parce que l'enfant projette aussi ses nouvelles perceptions dans l'objet qui lui est le plus proche, donc la mère. Voilà pour le conflit esthétique. Le désir de connaître a un lien, alors, qui me semble important pour aller vite, avec les processus du sadomasochisme, que j'ai aussi un peu démantelé en disant que le sadisme et le masochisme, c'était quand même deux choses assez différentes, même si elles sont souvent unies l'une à l'autre. Donc, c'est intéressant parce que sur le plan éducatif, j'ai proposé l'idée que j'ai un petit peu observée aussi dans ma pratique, même beaucoup, c'est que les pulsions sadiques qui sont nécessaires à la survie, comme le dit Mélanie Klein, dans ce qu'elle décrit du sadisme primaire, ces pulsions sadiques peuvent être orientées vers un désir de savoir, parce qu'après tout, il y a on dit s'accrocher à ce qu'on travaille, bûcher, creuser une question, etc. Ce sont des termes qui sont assez forts. Et
elles peuvent être orientées vers la pulsion K, mais ça dépend de l'entourage de l'enfant. Tout à fait. Ce désir de connaître qui peut se trouver entravé. Et donc cet entourage, vous dites, qui joue un rôle important dans la souplesse d'une circulation entre les différentes pulsions du moi. Oui. Ah oui, un rôle énorme, énorme. Et j'ai été intéressée dans le livre par votre... Sinon, oui. Sinon, le désir de connaître reste saturé de ce que Mélanie Klein voyait comme de l'intrusivité, de la destructivité, enfin, voilà, une curiosité vécue comme extrêmement coupable et attaquante. Mhm. Oui, vous avez repris l'hypothèse de Mélanie Klein selon laquelle c'est l'arrivée d'un milieu aérien qui sollicite une ébauche d'intégration des pulsions, produisant de manière intermittente ces premiers prolégomènes du moi. Et cela évoque la question du souffle, voilà, dont j'avais parlé avec James Gamil lors de notre dernière rencontre. Question du souffle peu théorisée en psychanalyse et qui a intéressé la pensée chinoise depuis des siècles. Euh, Ce souffle qui se prend au moment du premier cri à la naissance et qui s'arrête avec la mort, au moment où l'on rend notre dernier souffle. Le souffle dans la pensée chinoise, puisque j'ai quelques aspirations vers la Chine, voilà. Et il est le vivant circulant. On parle d'animer les souffles harmoniques, pour rejoindre la question de l'harmonique. C'est au centre de la peinture chinoise, de la poésie et de la littérature. Il est au cœur de la pensée esthétique comme de l'éthique. Il est appelé le Qi. Et c'est en ce sens que c'est Han Shan qui le dit, que la culture chinoise est elle-même culture du souffle. Ce monde des sens et des souffles étant aussi celui des désirs et des passions, avec des relations d'opposition dans la relativité qui se ramifient à l'infini. Tout ça pour dire aussi que ces mouvements d'intégration pulsionnelle qui fonctionnent dès la naissance, comme vous dites, jusqu'à notre dernier souffle sont pris dans ces relations d'opposition et qui peuvent se ramifier aussi à l'infini. Est-ce qu'on pourrait dire quelque chose comme ça? Vous dites, la généalogie des pulsions est en oscillation durant la vie entière, suivant la voie progrédante du travail de la culture et la voie régrédiente conduisant à l'hédonisme, à la barbarie et ou à la psychose et la confusion mentale. Oui. Voilà, je vous laisse. Oui, alors, bon, on a de la chance parce que c'est vrai que la culture chinoise est un continent que vous avez exploré, Monique, et que vous continuez à explorer, et vous faites les liens entre les deux, puisque je crois que vous allez aussi en Chine pour parler de psychanalyse. Donc, effectivement, c'est un domaine encore qui, pour moi, est complètement à découvrir. Je ne sais pas si je vivrai assez longtemps pour le faire, mais je pense que c'est très intéressant. Hein, cette histoire du souffle est tout à fait essentielle, ça c'est sûr. Je ne sais pas si tu voulais dire quelque chose, Sylvie, pour cette partie-là. Euh, ben, ce que je voulais dire, ce que ça m'évoque, c'est que effectivement, la pulsion, il faut pas oublier sa chair, euh, mais Oui, effectivement, il faut pas oublier non plus de prendre en compte ses aspirations à l'abstraction, à la beauté, à la bonté, à la vérité. Ça aussi, ça fait partie des complexités peut-être que nous a transmises Bion et que tu intègres, Florence, dans ta pensée. C'est que et voilà pour répondre à John Planson qui a dit, et qu'en est-il de la pulsion épistémophilique? La pulsion épistémophilique, en général, on la réserve à quelque chose de la curiosité sexuelle sur l'origine des bébés et sur qu'est-ce qui se fabrique dans l'intimité du couple parental. Et en fait, euh, euh,
voilà, on peut considérer que c'est très important et qu'il faut jamais perdre de vue ça, cette pulsion tournée vers le corps maternel, vers le corps paternel et vers leur union, mais que aussi il faut prendre en compte et la notion de pulsion K, de Bion élargit ce champ-là à une pulsion tournée vers les liens émotionnels entre les objets externes et les objets internes, vers une quête du sens, vers euh, voilà, vers tout un tas de dimensions qui sont essentielles, enfin, qui caractérisent notre humanité, quoi. C'est, si on peut résumer ça trivialement. C'est-à-dire, c'est une question d'ouverture. J'ai toujours essayé d'aller vers l'ouverture, en effet. Je pense que quand on dit tout provient des pulsions sexuelles, très bien, mais souvent c'est mal compris et on pense qu'on est intéressé que par l'aspect manifeste de la sexualité, alors que, comme tu le rappelles, ce qui est intéressant dans la sexualité, c'est pas seulement l'excitation, d'une part, c'est pas seulement l'excitation, mais les devenirs de cette excitation qui arrivent jusqu'à l'aspect, et qui arrivent très vite jusqu'à l'aspect qualitatif, hein, comme tu l'as rappelé, c'est-à-dire pas seulement la quantité de pulsions, mais la qualité. euh, L'émotion. et Voilà. donc, oui, et donc la qualité suppose tout le développement de l'esthétique, pas dans le sens abstrait du terme, mais la perception, la capacité de percevoir la beauté et la capacité de percevoir la qualité, bonne ou mauvaise, hein. Ça, c'est aussi quelque chose d'important. Euh, c'est pas une simple décharge, la pulsion sexuelle. C'est notre réservoir d'énergie qui, s'il est bien utilisé, peut se différencier de façon extrêmement complexe et ou se décharger d'un seul coup. Et comme tu l'as bien rappelé, c'est comme ça toute notre vie. C'est jamais fait une fois pour toutes. Quand c'est fait une fois pour toutes, c'est qu'on est mort. Je vais ouvrir là sur une autre partie si vous avez terminé de l'ouvrage que vous avez destiné à la transmission de la technique psychanalytique. Il est important, dites-vous, voire une exigence pour le psychanalyste de garder son infantile toujours en éveil et en alerte pour pouvoir accueillir les objets internes de son patient, toutes les fantaisies de son imaginaire et son discours narratif. La technique psychanalytique qui doit se mettre au service du vivant qui palpite, dites-vous de manière très belle, avec une élasticité qu'avait relevé déjà Ferenczi. Ces tâches aveugles que vous avez définies comme partie inconsciente de la relation du thérapeute avec un des objets internes de son patient doivent être conscientisées, analysées dans le transfert et contre-transfert. L'interprétation doit s'élever au statut de proposition dans une dimension poétique, mon lapsus avec politique, dimension poétique relevée par Lacan aussi, et non se disqualifier en simple traduction. C'est ainsi que peut s'ouvrir le cycle infini. On est encore vers l'ouvert, euh, d'une altérité intime, de la dynamique mystérieuse, alternante et circulaire dans notre psyché, et l'ouverture permise aussi par la poésie d'une parole interprétative qui relance le sens, qui relance le souffle et la pulsion de vie. Je est un autre, disait Rimbaud. Et en ce sens que la psychanalyse est poétique dans une altérité toujours à l'œuvre. Et en vous écoutant parler de l'ouvert, je me suis dit que c'est ce qui avait fait lien d'accroche de nos deux désirs, je pense. Parce que ce que m'a transmis le travail avec la Chine, de transmission en Chine depuis les années 2010, c'est bien cette dimension de l'ouvert. Voilà, le travail dans la pensée chinoise aussi, et que j'ai retrouvé chez vous. Je voulais vous le Bien, c'est bien de pouvoir ouvrir là. dire.
Donc, sur la question de la transmission. Alors, la transmission, je pense que c'est un mot, je sais pas, je sais pas ce que tu en penses, Sylvie. Transmission par rapport à éducation, c'est plus vivant, il y a moins de bords, il y a c'est moins contenu. euh, En même temps, ça tient davantage compte de l'inconscient parce que je suis absolument convaincue qu'on ne sait pas exactement ce que l'on transmet. C'est-à-dire que ce que l'on transmet, c'est pas seulement ce qu'on veut transmettre. Oui, donc la transmission, on ne transmet pas toujours ce qu'on veut transmettre, ou du moins, c'est pas toujours. Il faut un récepteur, hein, il faut pas seulement un émetteur pour la transmission. Et puis parfois, on transmet des choses dont on n'est absolument pas conscient. Et je pense que c'est cette plongée avec un certain aveuglement que nous devons assumer et accepter dans notre fonction d'analyste. Alors, ça touche à l'aspect dont vous avez parlé des tâches aveugles. Oui. Justement, moi, j'écoutais un cas clinique, toujours dans notre week-end, où tout à coup, la présentatrice, qui est une très bonne thérapeute, euh, demande à l'enfant à quoi lui fait penser une partie noire qu'il a dessinée sur un dessin. Et l'enfant, qui a 12 ans quand même, euh, lui répond au racisme. Et c'est un enfant africain. Et elle nous dit, elle nous donne sa réponse sur le ton qu'elle pense avoir pris pour lui répondre. Euh, et elle dit au racisme, mais pourquoi? Et évidemment, tout le groupe a été saisi parce que ça n'avait pas de sens qu'une thérapeute réponde à une chose comme ça. C'est typique d'une tâche aveugle parce que cet enfant est dans un milieu adoptif où justement on veut tout faire pour éviter les différences, pour dire qu'on est tous pareils, etc. Donc le racisme n'existe pas, il est simplement tellement dénié que forcément l'enfant revient en deçà de son déni et il pense au racisme parce qu'il faut y penser. Si on n'y pense pas, on s'en occupe pas. Et si on s'en occupe pas, c'est une maladie endémique, comme je l'ai dit. Donc ça, c'est une tâche aveugle. Et une tâche aveugle, ça m'est apparu. L'idée de tâche aveugle m'est apparue justement grâce à mes groupes de supervision parce que je me suis aperçue qu'à certains moments, nous tous les thérapeutes, moi en premier, hein, enfin moi parmi les autres, euh, nous sommes identifiés à un objet interne du patient, c'est-à-dire à quelqu'un qui est internalisé par le patient inconsciemment, sachant que l'identification est toujours un phénomène inconscient. Donc, tout à coup, on parle comme quelqu'un d'autre. Là, en l'occurrence, je vous donne cet exemple parce que c'est assez net que tout à coup, cette thérapeute, qui est une très bonne thérapeute, parlait comme la mère adoptive de l'enfant. Comment? Mais le racisme, il n'y a pas de racisme chez nous, nous sommes tous égaux. Ce qui est intellectuellement tout à fait respectable, mais ce qui va pas sur le plan affectif quand un enfant est d'une couleur différente, d'une ethnie différente et se sent pas comme les autres. Donc voilà, c'est important parce que ces tâches aveugles, c'est ce qui nous permet en même temps d'avancer. Il suffit évidemment entre guillemets, il suffit de pouvoir s'en rendre compte. Et c'est là que le travail en groupe est un outil très précieux, hein. Je crois qu'on aime bien travailler avec les groupes, Sylvie. Oui, on aime bien travailler avec les groupes. Et dans la transmission, peut-être que ce que je pourrais ajouter, c'est que bon,
on travaille donc en s'intéressant aussi, sans faire l'analyse de ce que vit le thérapeute, mais en étant au plus près de ce que de ce que vit hein, l'analyste et le couple analytique. Hein, et il ne s'agit pas de transmettre des contenus tout préparés, voilà, et des savoirs. Il n'y a pas. Tu dis souvent, hein, Florence, que euh, euh, personne ne peut être à la place de l'analyste, et surtout pas quand on l'écoute. On peut. Il n'est pas question de dire moi j'aurais fait ci, moi j'aurais fait ça, parce que nul ne peut euh, euh, prétendre à avoir compris la complexité de ce qui se jouait et pouvoir euh, dire qu'il aurait fait autrement s'il avait été à la place du thérapeute. Donc, dans la transmission, il y a quelque chose aussi où on apprend euh, de ce que le thérapeute apporte et où Ben, oui, je pense que je suis très contente que tu dises ça parce que tu fais partie des gens qui ont, enfin, qui m'ont demandé de les aider à devenir ce qu'ils sont aujourd'hui. Et tu es une belle personne et qui est devenue une belle analyste. Euh, Parce que je pense que si on conçoit ce qu'on appelle la supervision, ce qui n'est pas du tout un bon mot, je préfère écoute assistée, mais derrière les mots, il y a il y a des choses. Et si on dit à un analyste, même tout à fait débutant, ou à n'importe quel soignant d'ailleurs, pas seulement les analystes, si on dit, mais vous auriez dû faire ci ou dû dire ça, on fait l'équivalent de dire à une mère, mais vous auriez dû faire autrement pour faire votre enfant, ce qui est absurde. C'est absurde. La personne qui prend en charge une autre personne, elle fait ce qu'elle peut. Et donc, si on l'aide, enfin, pour l'aider, on commence par la respecter. Et on commence par respecter le fait qu'elle fait ce qu'elle peut. Après, si on peut l'aider à élargir son horizon, tant mieux. Mais un, on n'y arrive pas toujours. Deux, je veux dire, c'est pas seulement de sa faute, enfin, c'est pas seulement de son fait, mais aussi d'une autre. Et deux, il faut qu'on y arrive ensemble à faire quelque chose avec ça. Et trois, on a une vision euh, qui porte sur un instantané et non pas sur une longueur. C'est ce que tu disais, c'est-à-dire cette personne, elle est en contact quotidien avec, enfin, ou hebdomadaire avec son patient, et nous, on l'entend une fois. C'est pas comparable. Ok. Ça va me permettre de faire lien avec la dernière partie du livre, un chapitre très important sur la modernité, le contemporain, le retentissement de l'intelligence artificielle sur le développement de la subjectivité. Et sur ce versant transmission, éducation, je fais une association parce que je lisais ce matin le programme scolaire d'éducation à la sexualité qui est attendu pour la rentrée 2024. Voilà, pour les enfants, avec trois enseignements obligatoires par an à partir du CP. Voilà. On va commencer à informer les enfants de la puberté. On va s'aligner sur les pubertés précoces. Donc, on va informer à la sexualité les enfants dans leur période de temps de latence dès le CM1. On va leur montrer des images pornographiques à l'âge de 14 ans. Wow. Voilà, donc je voulais votre opinion là-dessus, puis ça va nous permettre d'ouvrir vraiment sur ce chapitre très important. Voilà. On n'arrête pas le progrès, autrement dit, hein. C'est épouvantable ce que vous nous racontez. Et donc, mais les commissions sont en train de se faire en accéléré et je pense qu'il faudrait que les psychanalystes puissent dire quelque chose.
Sinon, ça va être appliqué dès septembre 2024. Hein. Si c'est le laboratoire de la petite sirène qui me l'a envoyé. Je vais vous l'envoyer. Alors, je fais appel à toute l'assistance. Y aurait-il quelqu'un qui aurait le pouvoir de permettre aux psychanalystes de redonner de la voix dans l'édifice malade de l'éducation nationale? Enfin, je pense que les éducateurs ont plus de bon sens que leur, enfin, les enseignants et le corps enseignant en général a plus de bon sens que les ministres qui succèdent. Donc, heureusement que tout n'est pas appliqué de ce qui est donné des directs. Enfin, Oui, sinon, il y aura d'autres Samuel Paty, quoi. C'est ahurissant, hein, pareil. bah, c'est le reflet de notre époque où la dimension symbolique et toute l'épaisseur émotionnelle et charnelle de certains faits n'arrivent plus à être prise en compte. Et ça, Euh, en effet, c'est à cause de enfin, à cause. C'est en raison du développement de l'intelligence artificielle et du fait que il est ce qui n'est pas enseigné à propos de l'intelligence artificielle, c'est que c'est différent, elle est différente, elle fonctionne différemment de l'intelligence symbolique. Pour donner un schéma abstrait, l'intelligence artificielle est une intelligence à deux composantes, 1, 0, fonctionne sur un algorithme 1, 0, 1, 0, enfin, fonctionne sur un système 1, 0, 1, 0 pour constituer ces algorithmes, plus exactement, alors que l'intelligence humaine, peut-être animale aussi, mais on va pas les convoquer aujourd'hui parce qu'on n'en finira pas. L'intelligence humaine, elle fonctionne sur un système à trois composantes que Anna Segal a très bien décrit après Mélanie Klein. C'est trois composantes, l'objet, le symbole, l'objet, la personne et la chose symbolisée. C'est-à-dire, c'est un trépied. Encore une fois, on est dans le 3. C'est intéressant parce que Édipe, c'est aussi 3. L'enfant, c'est aussi 3, parce que même si on l'a fabriqué avec des gamètes et des mères porteuses, il y a quand même 3. C'est quand même 3, toujours. Seulement ça n'est pas suffisamment répandu, cette compréhension-là. Et peut-être que les gens ne veulent pas non plus euh, abandonner la magie qui ferait que euh, le mythe du sosie, du même, de l'avatar est une réalité. C'est pas vrai, c'est pas une réalité, mais c'est tellement proche de la réalité que ça donne des catastrophes. Et nous sommes effectivement dans une époque, j'en terminerai par là pour ce chapitre, où l'intérêt pour la vie psychique est dominé largement et écrasé par la peur de la vie psychique. Tout ce qui, justement, a une troisième dimension, une dimension de profondeur, tout ce qui n'est pas bidimensionnel fait peur, bien sûr, parce qu'on peut tomber dedans. On peut tomber dans un espace. On ne peut pas tomber sur un écran. Et ce que tu dis aussi, Florence, c'est que notre société est de plus en plus ouvertement psychopathique parce que probablement que les gens sont de plus en plus taraudés par la culpabilité de ne pas prendre soin de de leur monde interne, de leurs valeurs, du symbolique et que ils se défendent de cette culpabilité intérieure par euh, des défenses caractérielles ou psychopathiques ou le recours à un pseudo-surmoi hédoniste. Enfin bon, il y a d'autres Oui. écrivains qui ont écrit là-dessus, mais tu parles de la culpabilité hein, dans...
Oui, tu as la raison. fin du livre. T'as raison. Alors, comme l'identification, la culpabilité est inconsciente, enfin, la partie la plus importante de la culpabilité est inconsciente. Et puis, le moyen le plus pratique de s'en débarrasser, c'est de la projeter sur les méchants, les mauvais, etc. Donc, on a tous les communautarismes, justement le racisme. C'est pour ça que j'ai été assez violente dans. Monique m'a pas loupé, là. J'étais assez violente dans mon expression. Effectivement, je pense que nous sommes dans une période extrêmement dangereuse où le racisme peut donner, peut se donner libre cours parce qu'il y a des moyens de diffusion. Le racisme a toujours existé, c'est une plaie, mais il y a des moyens de diffusion qui sont tellement importants que c'est difficile de lutter contre. Et effectivement, tu as raison, Sylvie, de rappeler que c'est la culpabilité qui est déniée et qui est déniée, projetée, attribuée à l'autre. C'est la faute de l'autre. Alors, le corollaire de ça, c'est ce on aborde aussi dans le livre. Euh, je sais qu'on arrive au bout là, mais c'est le corollaire de ça, c'est qu'on n'enseigne plus la responsabilité. Et la responsabilité, je dirais qu'à la limite, on pourrait le considérer, voilà, comme l'autre pôle de la culpabilité. Culpabilité, une double flèche, responsabilité. C'est très important ce que vous dites. C'est aussi un des fondamentaux de l'acte psychanalytique et de l'éthique psychanalytique. Alors évidemment, on s'en prend un peu aux théories du cerveau, hein, parce que on trouve que le cerveau, c'est pas, c'est un peu difficile de le considérer comme une entité chargée de cette valeur-là. Enfin, dans les acceptions qu'on lui prête actuellement, de planifier, de gérer les tâches exécutives, de mémoriser, stocker, euh, voilà, tout ce qu'on dit sur le cerveau actuellement, ça nous écarte assez du sentiment de responsabilité. Surtout, oui, parce que justement, on dit à l'enfant, c'est pas ta faute, c'est ton cerveau. Donc, moi, je ne sais pas comment je me sentirais avec un cerveau qui serait à côté de moi. Et tout cela préfigure les projets transhumanistes de l'homme-machine. Absolument. Oui. Oui. En tout cas, je pense qu'on va arriver au bout. Votre travail est totalement précieux pour penser toutes ces mutations sociétales accélérées et les graves défis auxquels nous allons avoir à faire face au cours de ce 21e siècle. Et pour rappeler aussi que votre livre précédent s'intitulait d'ailleurs Quelle psychanalyse pour le 21e siècle. Voilà. Euh, un titre orienté vers l'ouvert, en espérant que la voie de la psychanalyse puisse porter. Merci, merci à tout le monde. Merci, c'était vraiment un riche échange. Voilà, je suis très heureuse de cette rencontre. J'espère que le public, je pense qu'il a été attentif. Voilà, pour vous dire merci encore et bonne route à ce livre. Merci beaucoup, hein, Merci. Monique, de vos questions et puis merci aux gens qui nous ont écoutés, de leur attention. Merci beaucoup de nous avoir invités et ce fut un bon moment d'échange. Grâce à vous, Monique. Merci beaucoup. Merci. Ça a été de la créativité suite à une rencontre. Voilà, exactement. Merci beaucoup. Bonne Merci à tout le monde d'être venu nous écouter.